bonjour à tous et à toutes. C'est une belle transition parce que par rapport à la table ronde, parce que tout ce qui a été dit sur la table ronde correspond tout à fait à mon exposé de maintenant, parce que pour pouvoir fournir tout ce qui a été proposé et décrit, il faut des infrastructures. Et moi, je vais vous parler infrastructure, puisque c'est justement ça qui est le plus important, c'est-à-dire l'arrivée du très haut débit pour tous en 2022, puisque c'était une échéance gouvernementale en la matière, et aller vers ce qu'on va appeler donc l'immeuble 100% connecté ou connectable, c'est-à-dire que quelque part, que ce soit les parties communes ou les parties privées, puissent accéder donc au très haut débit grâce à la construction d'autoroutes prévues à cet effet. Voilà. Alors, si on va plus loin. Attendez, voilà. Ah oui, alors donc le quiz, c'est celui-ci, hein, tout de suite, je vous le… Là, je suis à côté de toi. OK. Donc, les questions, c'est qu'est-ce que le droit à la fibre? Et je vous pose, voilà, c'est un choix, c'est un choix multiple par rapport là-dessus. Donc, vous l'avez là-dessus, donc on va laisser, voilà, on va laisser tout le monde s'exprimer, c'est ça? J'ai affiché les trois questions en même temps, mais on peut les redire. Oui. Qu'est-ce que le droit à la fibre? Alors, une obligation assimilable au droit à l'antenne. Ça, c'est sa première réponse possible. La deuxième, la possibilité de tout copropriétaire ou locataire de demander à être raccordé, même si le réseau n'existe pas. Et puis la troisième, la possibilité à tout copropriétaire ou locataire de demander à être raccordé dès lors que le réseau existe dans la rue. Et puis la troisième, c'est l'obligation pour la copropriété ou le propriétaire de dire oui lors de l'AGO, l'Assemblée générale ordinaire. Hein. Tout à fait. Donc, on vous laisse voter. Allez, on vous laisse 10 secondes. Allez, 9, 8, si je compte correctement, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez-y, encore un peu. Voilà. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Waouh. Voilà. Alors, c'est quoi le droit à la fibre, Didier? Eh bien, voilà, je vous le mets ici. Regardez. Voilà. Alors, c'est une obligation assimilable au droit à l'antenne. Donc, en gros, c'est rentré dans la loi, c'est dès 2008. Donc, vous voyez, en gros, c'est du même acabit que le droit à l'antenne. Bien évidemment, ce n'est pas la possibilité à tout copropriétaire ou locataire de demander à être raccordé si le réseau n'existe pas. Bon, voilà, bon, ça paraît presque évident, mais malgré tout, bon, voilà. Et par contre, c'est bien la possibilité à tout copropriétaire ou locataire de demander à être raccordé dès lors où le réseau il est au moins à l'extérieur, donc dans la rue. Ce qui veut dire que si une assemblée générale avait voté non à l'arrivée de la fibre dans ces copropriétés, eh bien, un copropriétaire ou un locataire peut faire une objection et aller jusqu'au tribunal pour faire mettre la fibre directement dans voilà, et passer outre ce que l'Assemblée générale aurait voté. Et ce n'est pas évidemment l'obligation pour la copropriété ou le propriétaire de dire un oui lors de l'Assemblée générale, mais bon, avec ce que je viens de dire, par défaut, je dirais que quelque part, si on veut éviter toute contestation, il vaut mieux voilà, faire en sorte que la fibre arrive jusque dans l'immeuble, puisque ça n'a aucune charge pour la copropriété. Voilà. Donc, le niveau des réponses, je vois que c'était nécessaire que je fasse une petite piqûre de rappel sur le sujet. Alors, en matière de présentation de l'entreprise, bon, comme d'habitude, on dit qu'il faut la présenter, mais enfin, je ne vais pas être long dessus. Hein. Orange, en tant que tel, vous connaissez à peu près qui nous sommes, un opérateur du numérique, mais pas simplement constructeur de réseau, c'est notre ADN, mais derrière ça, il y a beaucoup de services, il y a même une banque, il y a même des assurances. Enfin, voilà, c'est assez large en la matière.
Nous sommes implantés sur, donc, vous voyez, 26 pays et nous sommes 142 000 salariés. Et nous, en matière d'image, la marque que nous représentons est 8e mondiale des télécoms. Donc, elle n'est pas si mauvaise que ça, quand même. Et bon, en même temps, nous avons été élus encore numéro 1 au niveau des mobiles pour cette année. En matière de clients, vous voyez, c'est 260 millions de clients en 2020, nous avions. Et en matière bancaire, nous avons 1,2 million de clients aussi, donc sur Orange Bank. Voilà, en gros, ce que je voulais simplement dire. Et en même temps, en matière de présence, quand même, on est assez présent. Hein. On a 5000 boutiques. Donc, quand même, on a un peu pignon sur rue. Et on a un peu plus de 900 000 personnes qui vendent notre marque. Bon, voilà, donc on est, voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire un petit peu par rapport à, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien. Et je vais revenir directement au sujet. Le sujet étant le chantier de l'arrivée de la fibre. Je le classe, et il est vraiment classable parmi le premier grand chantier du XXIe siècle. L'État a souhaité que ça soit ainsi, que le premier grand chantier qui soit lancé au niveau du pays, ce soit bien d'avoir mis le très haut débit partout. Et on a vu combien ça a été utile ces 2 dernières années que nous avons vécues. Nous avions des étapes à franchir, avec des obligations de résultat sous peine d'amende. Donc, à 2020, il fallait passer un cap. Il faut passer un cap à 2022, c'est-à-dire avoir mis le très haut débit partout en France. C'est-à-dire le très haut débit, c'est un minimum que tout le monde puisse disposer de 30 mégas. Et à partir de 2025, que tout le monde ait accès donc à 100 mégas et plus, et donc ait la fibre optique. Où c'est que nous en sommes aujourd'hui? En gros, je vais être bref. Quand vous voyez la carte de France, elle est quand même plus ou moins avancée de par la couleur. Sachez que, en gros, on a quasiment terminé, on est quasiment au bout des objectifs. Hein. C'est je vais vous montrer un petit peu, c'est que à fin juin, nous étions donc à 27 millions de logements raccordables, hein, c'est-à-dire la fibre sur le palier, hein, au niveau du palier. À la fin de l'année, nous devrions être, donc en fin décembre, nous devrions être pas loin des 30 millions, voire dépasser les 30 millions. Et l'objectif, globalement, sur le plan territorial, c'est 36 millions. Et la capacité à produire, quand vous voyez en 2020, notre capacité en 2020, alors qu'on était en pleine crise, hein, malgré tout, hein, là-dessus, nous avons produit 5,8 millions de locaux. Ce qui veut dire que quelque part, les 6 à 10 millions qui restent à faire, je veux dire, en 1 ou 2 ans, ça sera, bon, voilà, ça sera réglé, sachant qu'il reste les plus complexes, et notamment la partie rurale, où il reste encore quand même, ça ne se traduit pas avec quelques centaines de mètres, ça se traduit avec parfois des kilomètres, mais enfin, on est, et en matière de gens qui ont migré sur les services et produits fournis par la fibre, à fin juin, nous avions 12,5 millions de clients. Ça ne cesse de croître, c'est-à-dire l'abandon de l'ADSL au profit de la fibre. Voilà. Ce qui est important, ce slide-là, il est super important. C'est un projet, évidemment, qui a été voulu par l'État, où il a voulu que, en même temps, il y ait de multiples acteurs, et qui dit multiples acteurs peut amener un peu de confusion. Ce qui veut dire que aujourd'hui, ce n'est plus comme c'était du temps du cuivre ou de la DSL, mais au moins du cuivre, il n'y avait qu'un seul interlocuteur, c'est-à-dire que la ligne en cuivre qui amenait les services des différents FAI, ben, je veux dire, elle appartenait à un seul opérateur. Donc, quand on avait une question qui pouvait se poser à Guéret ou à Auch dans le Gers ou dans les Hauts-de-France ou en Bretagne, on appelait toujours, à l'époque France Télécom, on appelait après Orange et on avait une réponse.
Aujourd'hui, avec le déploiement de la fibre optique, qui a été faite par plusieurs opérateurs, eh bien, il va falloir d'abord, quand on a une question à poser, il va falloir d'abord savoir qui est l'opérateur d'infrastructure locale. Et donc, suivant qu'on soit dans les 106 communes classées zone très dense, qu'on soit dans les 3600 communes moyennement denses, ou qu'on soit dans les autres, donc, eh bien, il faut quand même se poser la question. Et pour ça, donc, l'autorité de régulation, donc l'ARCEP, a mis en place un système de cartographie sur lequel vous pouvez poser la question en fonction de l'adresse sur laquelle vous êtes, ça connaître qui est celui qui déploie la fibre dans votre quartier, si c'est fait, si ce n'est pas encore fait, si c'est en cours, ou en même temps avoir la liste des fournisseurs d'accès qui sont présents sur cette fibre optique. Donc, vous voyez, maintenant, il faut raisonner qu'avant de demander quelque chose, avant d'agir, si on a une question d'infrastructure, de savoir qui porte et qui construit ces autoroutes, autant pour la copropriété que pour la partie publique, eh bien, il faut se poser cette question-là. Et donc ça, je dirais que bon, il va falloir petit à petit que tout le monde s'habitue à se poser d'abord cette question-là, avant de dire c'est un tel ou c'est un tel. Voilà. Alors là, j'arrive sur quelque chose qui est relativement important et qui va tourner une page, justement, et qui va être un peu la cible de notre décennie. Et c'est tout ce qui a été dit tout à l'heure en préambule, donc au niveau de la table ronde. Aujourd'hui, beaucoup de services, bon, je travaille beaucoup avec la FFIE aussi, je travaille beaucoup avec Inès, je travaille beaucoup avec là, puisque je suis en même temps le rapporteur des bonnes pratiques professionnelles, donc pour Objectif Fibre, et donc j'écris, je prépare des documents, des guides de bonnes pratiques, et on en a fait un, voire plusieurs, mais avec la participation active de l'ARC. Donc, automatiquement, ce que je voulais simplement rappeler, c'est que aujourd'hui, l'arrivée du très haut débit, ce n'est plus une affaire de bien équiper son logement. Ça va être aussi que ça puisse répondre à tous les services qui sont dans les parties communes. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est qu'il ne vous a pas échappé que le fameux RTC, qui est le réseau télécom commuté, c'est l'ancêtre, le début, ce qui s'est construit comme un réseau dans les années donc 70, et qui fait que beaucoup de services s'y sont greffés dessus, notamment tout ce qui est propre à la gestion de l'immeuble, les parties communes, les services entre guillemets dits généraux. Eh bien, on va se retrouver donc sur des situations où tous ces services-là fonctionnent sur ce fameux entre guillemets RTC. À partir de fin 2023, nous commençons à l'arrêter progressivement, avec je vais vous dire comment, mais avec une liste de communes identifiées, de la prévenance auprès des copropriétés, auprès des détenteurs des abonnements et tout ça. Mais ça veut donc dire que petit à petit, cette extinction de l'ancien cuivre, des anciens services que nous avions donc sur cette première génération, qui est donc les années 70, et qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui, puisque la DSL fonctionne sur ce cuivre, va petit à petit, dans les 10 ans qui viennent, même moins maintenant, va s'éteindre progressivement. Et là, tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup côté FFIE parler d'intégrateurs. Oui, il y a un vrai métier d'intégrateur qui va naître là-dedans au niveau du résidentiel, pour une raison toute simple, c'est que tous ces capteurs, tous ces services qui étaient là-dessus, il va falloir les gérer, il va falloir les rassembler peut-être sur une interface, avec donc une seule personne qui va savoir bien brancher tout sur une ou deux boxes à la matière. Donc, c'était relativement important pour moi de vous en parler, parce que c'est lié à ce que vous voyez là, c'est-à-dire à cette fin programmée maintenant et en cours de réalisation donc du RTC. Comme je vous le dis, ça va progressivement. Tout doucement, c'est-à-dire que bon voilà, il n'y a pas une catastrophe, tout ne s'arrête pas, on met 5 ans de prévenance,
Donc, vous voyez, on a envoyé dès 2018, on a commencé à envoyer les premières lettres dès 2018. Et donc, les premières zones communes qui vont être éteintes à ce service-là, c'est fin 2023 et ça correspond à 3% du nombre de lignes que nous avons sur le parc national. Donc, vous voyez, on y va doucement. Mais les services que ça concerne, quand même, vous voyez, hein, c'est beaucoup de choses que vous connaissez très bien, quoi. Je veux dire, les alarmes d'ascenseur, la télémaintenance, pour certains qui ont dans leur l'ancienne télécopie, télécopieur ou certains services de maintien à domicile, certaines lignes de sécurité et tout ça. Donc, c'est assez important. Et donc, sur ces slides-là qui vous seront, je crois, fournis, hein, j'ai mis un QR code qui vous permet d'avoir la carte des communes, donc avec les communes qui seront arrêtées dans très prochainement, dès 2023 et 2024, vous voyez, c'est un peu partout en France, mais chaque fois, ça concerne, vous voyez, dans le Morbihan, là, c'est 151 communes d'un coup, hein, choses comme ça. Donc, progressivement, c'est en train de se mettre en place. Vous avez cette carte qui est accessible, donc avec le QR code que je vous ai mis là-dessus, et ça va vous tenir un peu au courant là-dessus. Alors, en même temps, ça veut donc dire que ça, c'est la première étape. J'arrête un service, mais ça veut donc dire que si ce service, il n'existe plus sur un support qui s'appelle le cuivre, pourquoi on garderait le cuivre? Donc, progressivement, on va aller vers ce décommissionnement du cuivre, ce démontage des réseaux en cuivre. Et là aussi, on va aller progressivement vers ce qu'on appelle, donc, en gros, on va démonter, mais on ne va pas venir démonter vos colonnes montantes, hein. On ne va pas rentrer dans l'immeuble. On va démonter le réseau en extérieur, donc sur les poteaux, dans les souterrains, enfin voilà, dans les réseaux souterrains et tout ça, mais progressivement. Et donc, ça correspond avec le calendrier du 100% fibre. Partout, on va avoir mis la fibre, à peu près partout, et où on peut être sûr qu'on va pouvoir basculer, migrer les clients qu'on a sur le cuivre, la DSL, vers sur le support fibre, eh ben, il n'y aura plus rien sur le cuivre. Donc, progressivement, eh ben, on va vendre le cuivre. Enfin, on va le vendre, on va le démonter, le vendre. Voilà. Pour terminer, je dirais que quelque part, voilà, ça concerne quand même pas mal, hein, parce que l'arrêté de la commercialisation, donc il est déjà engagé, c'est-à-dire qu'on a des zones entières où si vous allez dans une agence commerciale et que vous allez essayer de souscrire une offre ADSL, on va vous dire non, ça n'existe plus. C'est-à-dire, ça n'existe plus. Maintenant, tout ça en prévenance que progressivement, eh bien, on éteint tous les autres et on migre tous les autres. Donc, voilà, il y a des communes entières, il y a des villes, des grandes villes et des petites villes, sur lesquelles il est plus possible d'avoir donc une offre ADSL. Tout opérateur confondu, hein, parce que c'est une action évidemment commune, multi-opérateur. Hein, je veux dire, quelque part, peu importe le type de FAI que vous avez prendre, hein, puisque la question, c'est le support lui-même, et le support, il appartient qu'à un seul. Donc, voilà. Donc, il y a un programme comme ça, qui est programmé donc, jusqu'à fin 2030. Donc, vous voyez, 2030, c'est bientôt quand même. Hein, voilà, c'est dans 8 ans, quoi. Donc, ça veut dire que progressivement, d'ici 8 ans, nous savons que tout le monde aura basculé sur la fibre et n'utilisera que le support de fibre. Voilà. Je ne sais pas, voilà, moi je ne sais pas s'il y a des questions là, ou si c'est le moment où il y a quelques questions, mais enfin, c'était le message que je voulais donner par rapport à cette progression. Voilà, merci Didier pour cette intervention. S'il y a des questions, et j'en ai quelques-unes, j'arrête le partage de ton écran. Oui. Voilà, qui était la question. Alors, la difficulté, voilà, Monsieur Rideau, ou Madame Rideau, la difficulté et l'intervention des fournisseurs d'accès dans les armoires de distribution pour accorder leurs abonnés. Ils sous-traitent et c'est du grand n'importe quoi. Les entreprises voilà, chargées de ces changements de connexion
vont devoir brancher des abonnés. Voilà. Donc effectivement, il y a deux questions en une, hein, si je peux. C'est les difficultés d'accès et puis il y a la question de la sous-traitance aussi. Oui. Bon, alors, la question de la sous-traitance, je vais la balayer tout de suite, c'est évident. On ne peut pas faire autrement. Je veux dire, quand je dis que nous sommes une entreprise de 143 000 salariés, c'est pas 143 000 techniciens. Bon, on a beaucoup de techniciens là-dedans, mais pour faire fonctionner tous les réseaux. Mais ceux qui déploient les réseaux en la matière, tout opérateur confondu, se repose sur des contrats de sous-traitance, des partenariats que nous avons avec des grandes entreprises qui eux-mêmes s'appuient sur des moyennes entreprises, lesquelles s'appuient sur des plus petites entreprises pour être beaucoup plus agiles, beaucoup plus locales et tout ça. Ce qui veut dire que oui, dès qu'on met beaucoup d'acteurs et qu'on est sur un chantier où il faut aller très vite, sur lequel on est un peu pressurisé parce que les étapes sont là. Hein, je veux dire, on a des amendes à la clé si on n'est pas arrivé au bout. Oui, il y a des dérapages. Donc oui, c'est pas toujours très bien fait. Nous avons mis en place des numéros verts pour que vous puissiez le signaler et pour qu'on puisse re-intervenir dessus pour réparer s'il y a eu des malfaçons, s'il y a eu des choses, des dégradations, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est le genre de choses. Voilà, alors Stanco dit en effet que l'ARCEP, le fameux gendarme que je vous disais de l'autorité de régulation, a bien mis en place une plateforme aussi auprès de qui vous pouvez vous plaindre, qui charge lui revient vers l'opérateur, qui lui-même revient vers ses sous-traitants et tout ça. Je vous dis, tous les moyens sont bons pour faire les signalements, mais quand vous parlez, je parle aujourd'hui au nom d'Orange, on a un numéro vert, hein, le 0800 38 38 84, qui sert à ça, qui permet à chacun de signaler une anomalie. Bon, voilà, ça c'est la première chose. Après, oui, la problématique de l'accès donc à ces armoires. Cet accès-là, ça n'existe que sur 106 communes. Pareil, ce n'est pas les opérateurs qu'on choisit, ça nous a été imposé, c'est-à-dire que sur 106 communes précises, classées zone très dense, le point de mutualisation doit être dans l'immeuble. Ce qui veut dire que quand on donne un lieu de rendez-vous qui est les parties communes d'un immeuble donné, ben oui, il faut s'en tenir au respect déjà de la copropriété, que c'est pas toujours simple de pouvoir y rentrer suivant tous les horaires, et surtout de pouvoir accéder jusqu'au premier sous-sol, deuxième sous-sol, ainsi de suite là-dessus. Donc ça, c'est toute une problématique que nous en serions passés, puisque tout le reste de la France et les petits immeubles, ben le lieu de rendez-vous se passe dans la rue. Donc voilà, donc ça c'est toute une problématique d'exotisme. Un peu lié à quelques technocrates qui ont inventé un truc. Voilà, bon, je ne peux rien dire. Après, quand même, ça concerne 5 à 6 millions quand même de logements. Hein. Bon, voilà, c'est 106 communes classées zone très dense. Ouais. Donc, il y a, si j'ai bien compris, on va arrêter le cuivre. Hein. Là, je parle aussi pour le raccordement des services généraux. Donc, ça sera la fibre qui va. Ça veut dire qu'il va falloir que, là, on parlait d'électriciens tout à l'heure. Il y avait la FFIE avec Carole Falguière et les intégrateurs électriciens. Il va falloir qu'il y ait des électriciens aussi qui interviennent dans la copropriété pour venir à la fois changer les systèmes et raccorder ces nouveaux systèmes. Alors, tu as très vite raccourci un petit peu la problématique. Mais c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui dirait d'une manière simpliste, en même temps dire aujourd'hui c'est sur un réseau cuivre, demain il faut que je le mette sur un réseau donc fibre. Oui, il y a une intervention, mais elle est quand même toute différente, l'intervention. Je développe à peine. C'est que on passe d'un réseau, on va dire, qui fonctionnait tout seul, puisque le réseau RTC, il y a du 48 volts qui passe et ça marche tout seul. On n'a pas besoin de box, on n'a rien besoin et ça fonctionne de suite. On passe à un réseau fibre où donc est complètement passif, sur lequel il faut activer et sur lequel il doit y avoir obligatoirement une box au bout. Et là, c'est vrai que les systèmes, si on prend un système, il va falloir intervenir sur tous les systèmes, puisque là, quelque chose qui fonctionnait tout seul,
aujourd'hui va passer par le biais d'une boîte intermédiaire qui s'appelle la box. Et donc, il va falloir trouver une box à mettre dans les parties communes, ou dans la loge du gardien, je ne sais rien, mais quelque part dans les parties communes, qui va récupérer, alors ça c'est un avantage, un, deux ou plusieurs services. C'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher plusieurs services. C'est-à-dire qu'avec un seul abonnement, vous allez avoir 3 services différents, alors qu'avant, si vous aviez 3 services, vous aviez 3 abonnements. Donc, vous voyez, donc il y a un peu une économie d'échelle. Malgré tout, ce travail d'intégrateur, faire en sorte qu'une box, il faut qu'elle fonctionne 24/24, 7 sur 7. Si on veut, s'il y a de la sécurité, si on met de la sécurité dessus, si on met des choses comme ça. Et donc, il va y avoir un vrai métier associé au maintien de cette box en l'état, en permanent. Ça va avoir peut-être ça va jouer sur les charges. C'est des charges supplémentaires peut-être à donner au même titre qu'il y avait des charges pour des contrats d'antennistes et tout ça qui existaient. Donc, il y aurait le contrat de maintien du côté numérique. Quand j'ai dit ça, bon, voilà, j'ai dit beaucoup de choses. À côté de ça, il y a d'autres services. Beaucoup ont dit, ben, écoutez, c'est un peu compliqué. On va tout faire sur de la 4G ou de la 3G à côté. C'est-à-dire, les ascensoristes, ils n'ont pas attendu. J'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Ils ont acheté des kits et au Salon de l'Arc, encore, il y en avait un. Je veux dire, ils vendaient des kits à 900 € à tout le monde pour dire, voilà, avec ça, ça fonctionnera tout seul, avec une carte puce, ça fonctionne tout seul. C'est un peu simpliste aussi, mais ça a été quand même l'organisation du marché. Donc voilà, donc moi je dirais que quelque part, il y a les deux solutions qui existent. Maintenant, il ne faut pas créer un vent de panique là-dessus. Je pense que ça se crée graduellement. Identifier les services qui ont besoin d'être externalisés, d'aller vers l'extérieur. Donc, il n'y en a pas beaucoup en général. Oui, puis bon, il y aura peut-être des coûts supplémentaires pour certains services, mais ça va permettre de faire des économies. On va en parler tout à l'heure aussi avec la chaufferie connectée, puisqu'on peut connecter sa chaufferie, mieux piloter sa chaufferie. Bon, on imagine tous les services qui vont être déployés derrière. Donc, c'est une nouvelle architecture. En tout cas, merci Didier pour cette présentation. C'était top de nous redonner les enjeux. C'est incroyable le travail que vous avez accompli. Là, ça fait quelques années qu'on participe ensemble sur ces conférences. C'est incroyable le travail qu'a accompli Orange depuis ces années pour qu'on soit tous connectés, tous les immeubles, pour déployer tous ces nouveaux services. À très bientôt, Didier.